Les éditions Sixtrid présentent Dernier jour à Berlin de Harald Gilbers, interprété par Olivier Martineau. Première partie. Le feu. Chapitre 1. Berlin, vendredi 20 avril 1945. 12 jours avant la capitulation des troupes berlinoises. Durant les 6 dernières semaines, son monde s'était réduit à un espace d'environ 100 mètres carrés. Mais Oppenheimer avait appris à s'en contenter. L'horizon n'était plus qu'un triste mur passé à la chaux, tandis que le ciel était constitué d'une voûte de briques soutenue par des piliers de fer. Au-dessus de cette coupole protectrice, une tempête de feu faisait rage. Le sous-sol de la brasserie abandonnée n'avait pas été conçu pour servir d'abri anti-aérien à des sans-logis comme Oppenheimer et sa femme Lisa. Pourtant, ils n'avaient pas eu d'autre choix que de s'y réfugier. Ils avaient improvisé un coin cuisine sous un soupirail, mais malgré leurs précautions, la fumée et les odeurs de nourriture n'avaient pas tardé à couvrir les relents âcres de bière. À présent, l'air était à couper au couteau. Dans le firmament d'argile qui s'étendait à une dizaine de mètres au-dessus d'eux, n'apparaissait ni soleil ni étoile. Même si les aiguilles de la montre d'Oppenheimer trottaient encore, le temps avait perdu toute signification. Seuls quelques indices permettaient de deviner qu'au-delà de la cave, les jours continuaient de se succéder. Par moments, une clarté diffuse se glissait par les soupiraux, et quand les lampes du plafond s'allumaient, on pouvait être sûr que le jour se levait. Oppenheimer ne les avait pas éteintes, car le courant n'était rétabli que de manière sporadique. En général, la centrale électrique de la capitale ne fonctionnait qu'à l'aube. Le soir, c'était l'heure des sirènes, dont on entendait les hurlements jusque dans la cave. Elles retentissaient pour annoncer le raid quotidien des avions alliés à la faveur de la nuit. Les fondations de la brasserie ne tarderaient pas à trembler de nouveau sous les bombes. Mais Oppenheimer se sentait plus en sécurité entre les tonneaux de bière qu'au milieu d'une foule effrayée dans un bunker public. Et l'endroit était un bien meilleur abri que la cave de la maison juive, où on l'avait forcé à vivre durant de longues années. Les alarmes et les bombes n'étaient pas les seuls bruits témoignant de la guerre. Depuis plusieurs jours, le vent d'Est portait des grondements d'artillerie. Même si Oppenheimer avait hâte d'être délivré du joug national-socialiste, la perspective de voir Berlin transformé en champ de bataille lui faisait peur. Sans radio, il n'avait plus aucun moyen de savoir ce qui se passait sur le front. Ce matin-là, il y avait du courant, et la lumière artificielle des lampes l'avait réveillé. Près de lui, Lisa dormait encore. On distinguait à peine les contours de son corps, car elle était enveloppée elle aussi dans des couvertures pour se protéger du froid humide. Ils avaient agencé un lit branlant, constitué de caisses en bois, pour éviter de coucher sur le sol de béton. Oppenheimer se redressa sur ses coudes. Puis, quittant son grabat constitué de plusieurs couches de haillons, il frotta son dos endolori en grimaçant. Aussitôt, le froid s'insinua sous sa veste, et un frisson lui parcourut l'échine. Drapé dans sa couverture, Oppenheimer s'approcha du feu agonisant pour remettre du charbon. Une fumée âcre lui piqua les yeux, mais la sensation de chaleur le fit soupirer d'aise. Durant l'une de ses inspections, il avait trouvé le précieux combustible dans la chaufferie de la brasserie. Il dut se retenir pour ne pas jeter plusieurs morceaux dans le feu renaissant. Malgré le froid, il devait se chauffer avec parcimonie. Il serait contraint de rester dans ce refuge jusqu'à la reddition de la ville. Et Dieu seul savait combien de temps dureraient les combats. Tout à coup, croyant percevoir un bruit,
Oppenheimer tendit l'oreille. C'était pourtant impossible. Ils étaient seuls ici. La porte du sas était fermée à clé et elle grinçait sur ses gonds. Si quelqu'un s'était introduit dans la cave, Oppenheimer l'aurait forcément entendu. Là, de nouveau, il ne s'était pas trompé. Une sonnerie stridente de téléphone retentissait. Assourdie par les imposants tonneaux de la brasserie, elle semblait provenir du fond du sous-sol. « Téléphone », grogna Lisa machinalement. Prenant soudain conscience de l'absurdité de la situation, elle se redressa avec surprise et s'enveloppa encore plus étroitement dans ses couvertures. Oppenheimer était lui aussi étonné. Toutefois, il n'aurait su dire ce qui le déconcertait le plus, qu'il y ait ici un appareil téléphonique ou qu'une personne ait précisément choisi d'appeler ce numéro. Se laissant guider par le signal sonore, Oppenheimer ne tarda pas à découvrir un téléphone mural, derrière l'un des fûts. Vu la pénombre constante qui régnait dans la cave, ce n'était pas étonnant qu'il ne l'ait jamais remarqué. Mais avant qu'il n'ait le temps de décrocher le combiné, la sonnerie cessa. Quelques instants plus tard, il entendit les pas de Lisa. Il sentit le regard de sa femme se poser sur l'appareil. « À ton avis, qui était-ce » murmura-t-elle avec angoisse. Oppenheimer n'en avait aucune idée. Manifestement, quelqu'un s'intéressait à la fabrique de bière et à sa cave. Ami ou ennemi ? Lisa sembla elle aussi sentir le danger. « Nous ne devrions peut-être pas répondre, suggéra-t-elle. Sinon, ils sauront que nous sommes ici. » Bien sûr, la personne qui avait appelé pouvait être du SD ou de la Gestapo. Mais il paraissait peu probable que les limiers du régime nazi recherchent par téléphone les juifs clandestins comme Oppenheimer. Perplexe, il se racla la gorge. Et si c'était Ed ? En principe, il est le seul à connaître ce numéro. Comme pour se convaincre de cette hypothèse rassurante, il hocha la tête. Ed. Ce ne pouvait être que lui. Après tout, c'était le truand qui les avait cachés dans la brasserie. Le mastard, comme on le surnommait dans le milieu, était le seul à savoir qu'il y avait quelqu'un dans ce sous-sol. Si Ed cherche à te joindre, ce doit être important, commenta Lisa. Dans ce cas, il va certainement rappeler. Mais Oppenheimer ne put achever sa phrase, car au même moment, le téléphone se remit à sonner. Hésitant à décrocher le combiné de sa fourche, il décida finalement de se présenter sous un faux nom. Si c'était Ed, le gangster reconnaîtrait sans peine la voix de son interlocuteur. Après une longue inspiration, il souleva le combiné. « Ici Schultz ?» Un vacarme d'enfer jaillit de l'écouteur. À l'autre bout de la ligne, des hommes riaient et hurlaient de joie. « Allô ? Qui est à l'appareil ?» demanda Oppenheimer. Soudain, un inconnu cria « Evans Diaz !» La voix rauque proféra ensuite une série d'imprécations en russe. Oppenheimer ne comprit pas grand-chose, seulement qu'il était question de tuer la bête fasciste. Dans les années 20, beaucoup d'émigrants fuyant l'URSS s'étaient installés dans les quartiers de Charlottenburg et Schönberg. L'ancien commissaire avait alors grappillé de ci de là quelques mots de russe lors de ses enquêtes. L'homme conclut son torrent d'invectives par un « schmerznadiskomu vragu ». De toute évidence, il réclamait la mort de tous les nazis. Instinctivement, Oppenheimer raccrocha. Cette voix menaçante ne laissait présager rien de bon. Lisa le dévisagea d'un air interrogateur. Alors, Oppenheimer sentit sa gorge se serrer. Il déglutit avec peine, ne sachant que répondre. Que pouvait-il dire ? La veille, les sirènes avaient signalé une attaque de blindés ennemis. Le dernier acte de la guerre avait commencé. La ville serait bientôt mise à feu et à sang par les adversaires de Hitler. Ce qu'on murmurait tout bas depuis l'offensive hivernale de l'Armée rouge était devenu réalité. Le front de l'Est se rapprochait inéluctablement.
Le colosse russe était en marche, avec son impressionnante machine de guerre. Désormais à quelques kilomètres de Berlin, il ne s'arrêterait que lorsqu'il aurait atteint son objectif, le quartier gouvernemental. Comme Lisa le pressait du regard, Oppenheimer lâcha en haussant les épaules. Les Russes arrivent. Chacun se préparait à l'effondrement imminent du Reich. Comme l'issue de la bataille semblait évidente, beaucoup cherchaient à s'enfuir le plus loin possible avant que le piège ne se referme sur la capitale. Seul un homme au volant d'une vieille Adler Trumpf roulait dans le sens inverse. Lui aussi était pressé, car il espérait atteindre le centre-ville avant le début de l'assaut soviétique. Il faisait peut-être preuve d'une totale inconscience, mais c'était l'unique moyen d'accomplir son plan. Le conducteur bifurqua sur la droite pour contourner une barricade anti-chars. Depuis quelques semaines, le Volkssturm élevait ses retranchements improvisés à tous les carrefours importants. Les wagons de tramway remplis de gravats semblaient cependant prêts à s'écrouler au moindre coup de vent, et ne résisteraient pas longtemps aux tirs des terribles Katyusha, les lance-roquettes russes. Il regarda les fuyards chargés de valises qui se pressaient au bord de la route. Ces infortunés ne franchiraient probablement pas la ligne de défense qui entourait la ville. Au prochain poste de contrôle, la Feldgendarmerie renverrait d'où ils venaient les hommes capables de tenir un fusil, afin qu'ils soient incorporés de force au Volkssturm. Goebbels avait interdit aux habitants en âge de se battre de quitter Berlin, et ses ordres étaient suivis à la lettre. Comme il était quasi impossible d'obtenir une autorisation de sortie auprès du service d'état-major de la Wehrmacht, les arrestations étaient nombreuses. Manifestement, il y avait encore suffisamment de soldats zélés pour contrôler les papiers des personnes cherchant à abandonner la ville. L'automobiliste avait lui-même connu de grandes difficultés pour se rendre à Stadtilm, en Thuringe. S'il avait finalement réussi à atteindre son but, c'était parce qu'il avait pu présenter tous les documents nécessaires fournis par la Reichspost. Par chance, personne n'avait remarqué qu'il s'agissait de vieux certificats dont il avait changé la date. En rentrant à Berlin, il n'avait pas été contrôlé une seule fois. Les policiers et militaires des différents postes de garde franchis ne s'étaient pas méfiés d'un homme faisant délibérément route vers la capitale du Reich menacée. Il était pourtant un traître à sa patrie. Il sourit en pensant que tout n'était qu'une question de perspective. Après la défaite, plusieurs chemins s'ouvriraient à lui, et il était convaincu d'avoir fait le bon choix. Des giboulées avaient fouetté la ville durant toute la matinée, mais peu après-midi, le soleil avait réussi à percer les nuages, qui étincelaient à présent d'une blancheur éclatante. Lorsqu'il faisait beau le jour de l'anniversaire de Hitler, la population parlait d'un temps de fureur. Le conducteur de la voiture se demanda s'il faudrait bientôt remplacer cette expression par un temps de Staline. L'époque des grandes réjouissances dans toute l'Allemagne était révolue. Il semblait presque certain que le 56e anniversaire de Hitler serait le dernier. Malgré tout, les pontes du NSDAP rendraient en ce jour une ultime visite aux Führers avant de se précipiter à l'aéroport de Tempelhof où les attendaient des avions prêts à décoller. À cette pensée, il leva les yeux. Peine perdue, bien sûr. À travers les immenses filets de camouflage tendus au-dessus de la rue, il était impossible d'apercevoir un appareil isolé. De chaque côté de la chaussée défoncée, seules quelques cheminées se dressaient encore dans le ciel, entourées de murs à demi effondrés. Goebbels, ministre de la propagande, exhortait à opposer une résistance héroïque et sublime, digne d'une épopée. Certains jours, les colonnes de fumée qui s'élevaient de la capitale en ruine rappelaient effectivement quelques grandioses tableaux de bataille des siècles passés. Mais les soldats qui évoluaient au milieu des décombres ne ressemblaient en rien à des guerriers musculeux tout droit sortis de la mythologie grecque. Le farouche combat contre l'invasion bolchevique était mené par des gamins flottants dans des uniformes trop grands et des vieillards gâteux du Volkssturm. Pourtant, même parmi eux se trouvait encore bon nombre de fanatiques prêts à tuer pour défendre l'idéologie nazie.
L'homme assis au volant de l'Adler ne croyait plus à la victoire du Grand Reich. Il avait perdu ses illusions. La poussière qui flottait dans l'air se mélangeait à sa sueur, formant un film collant sur son front. À l'évidence, il avait eu raison d'exécuter son plan le plus tard possible. Les traces de ses activités seraient effacées dans le tourbillon de la guerre. C'est en écoutant le dernier bulletin d'information de la Wehrmacht qu'il avait décidé d'agir. On y avait prononcé le nom de Münchenberg. Tous ceux connaissant les environs de Berlin avaient compris ce que cela signifiait. L'Armée rouge avait balayé les dernières lignes de défense fortifiées que Goebbels avait fait construire sur les hauteurs de Zelo. Désormais, plus rien n'empêcherait les troupes soviétiques d'atteindre la capitale. Le front avait sans doute été enfoncé. À présent, ils étaient à la merci des Russes. Tenter de résister était suicidaire. L'homme pinça les lèvres en songeant à la défaite toute proche. « Faites gaffe !» cria soudain le passager assis à sa droite. Le conducteur faillit ne pas réagir à temps. Les pneus crissèrent lorsqu'il écrasa la pédale de frein. Un camion transportant des troupes passa à quelques centimètres du capot de la Trumpf. Les soldats parqués sur la plateforme ne montrèrent aucune réaction. Joues creuses, regard vide. Un accident de la route aurait pourtant changé leur destin. Mieux valait faire un séjour à l'hôpital que sur le front. « Concentrez-vous un peu, » grogna le type qui voyageait avec lui. « Si vous démolissez ce taco, vous n'en obtiendrez pas un kopek. » Casquette de Gavroche vissée sur le crâne, il se remit à mâchonner un vieux cure-dent en gardant les yeux rivés sur la route. Le propriétaire de l'Adler se contenta de hocher brièvement la tête. Si tout se passait comme prévu, il n'aurait bientôt plus aucun souci d'argent. En présence d'un truand comme ce dénommé Paul, il était toutefois préférable de tenir sa langue. Jusqu'à présent, il n'avait encore jamais eu affaire à ce genre de malfrats, mais, en ces temps agités, on ne pouvait guère se montrer difficile. Il lança un regard nerveux dans le rétroviseur. Sa valise était toujours sur la banquette arrière. Tant qu'il l'aurait avec lui, il serait en sécurité. Son contenu représentait une précieuse monnaie d'échange pour se sortir de n'importe quelle situation fâcheuse. Derrière eux, quelqu'un donna un coup de klaxon. Le conducteur appuya brutalement sur l'accélérateur et dut freiner aussitôt pour éviter un adolescent en uniforme juché sur une bicyclette. Surpris, le garçon fit un brusque écart. De chaque côté de la roue avant, 2 Panzerfäuste étaient attachés à la fourche. Les longs tubes des lance-roquettes anti-chars semblaient faire partie de l'équipement standard du vélo. Paul grimaça. Il faillit lâcher un commentaire avant de se raviser. De la main, il fit signe que la voie était libre. La voiture se remit en marche. « Où se trouve la cachette dont vous m'avez parlé sans qu'il homme au volant? Est-ce encore loin ?»« Juste derrière le bloc d'immeubles, » marmonna le gangster. « C'est une ancienne fabrique de bière. » Dans le sous-sol de la brasserie, les lampes du plafond s'éteignirent aussi brusquement qu'elles s'étaient allumées le matin même. On avait de nouveau coupé le courant. Oppenheimer et Lisa étaient assis devant leur foyer improvisé. Dans une casserole posée sur la braise, frémissait un peu d'eau. L'ancien commissaire devait aller puiser le précieux liquide à une pompe publique. Des robinets de la cave ne s'écoulait qu'un infect jus de chic. « À ton avis, combien de temps allons-nous tenir avec ce que j'ai rapporté ?» demanda Oppenheimer. Lisa jeta un coup d'œil vers les 2 seaux rangés dans un coin de la pièce. « 3 jours peut-être, si nous faisons attention. » Oppenheimer acquiesça. Tout comme les autres habitants de Berlin, il était obligé de se rendre régulièrement, à ses risques et périls, au point d'eau le plus proche. Mais si l'artillerie russe commençait à pilonner la capitale, la corvée de ravitaillement deviendrait encore plus dangereuse. Il valait peut-être mieux refaire des provisions d'eau avant le début des combats. La réserve renfermait des caisses d'alcool. Néanmoins, Oppenheimer préférait ne pas y toucher. Il ignorait si on les avait oubliées au moment de la fermeture de la brasserie ou si ce stock appartenait à Ed.
Ils avaient seulement ouvert une bouteille de whisky, parce qu'ils n'avaient rien pour se brosser les dents. Au moins, l'eau-de-vie leur permettait de se désinfecter la bouche. Oppenheimer n'éprouvait aucun plaisir à se gargariser avec ce torboyau, car il détestait l'alcool fort. Même si son ami Hildegard von Strarwitz avait essayé pendant des années de lui faire apprécier le schnapps qu'elle distillait elle-même. En songeant à Hilde, Oppenheimer soupira. « Je me demande où elle est en ce moment. » Lisa comprit immédiatement de qui son mari parlait et lui adressa un regard compatissant. Cette question tourmentait Oppenheimer depuis des semaines. Tout était encore frais dans son esprit. L'accusation de meurtre, ses efforts pour innocenter son ami et l'attente du jugement rendu par le Volksgerichtshof. Jusqu'au bout, il avait espéré que cette sinistre farce ne se terminerait pas de manière dramatique. En vain. Hilde avait été condamnée à mort. Après cela, Lisa et lui avaient dû se cacher. Depuis leur arrivée dans le sous-sol de la brasserie, le contact avec Hilde et ses alliés avait été rompu. Gregor Kuhn voulait déposer un recours en grâce, mais Oppenheimer ignorait ce qui était ensuite advenu. L'avocat, membre du parti, avait-il réussi à faire repousser l'exécution de la sentence ? Ses réflexions furent interrompues par le claquement sourd d'une porte. Quelqu'un s'était introduit dans le sas d'entrée. Oppenheimer scruta la pénombre en tendant l'oreille. Il s'agissait sûrement de Paul. Afin d'éviter qu'Oppenheimer n'attire trop l'attention dans le quartier, l'homme de main du Mastard leur apportait de temps à autre des conserves. Les chefs de bloc avaient généralement tendance à se montrer très curieux dès que des visages inconnus se promenaient sur leur territoire. À l'évidence, les marchandises qu'Ed entreposait dans le sous-sol de la brasserie devaient valoir leur pesant d'or au marché noir, si le truand se donnait la peine de faire livrer de la nourriture à ses deux protégés, qui n'avaient donc pas à faire la queue pendant des heures devant les magasins d'alimentation. Oppenheimer fronça les sourcils. Quelque chose clochait. Il posa son index sur ses lèvres pour signifier à Lisa de garder le silence. Au bout de longues secondes, la porte intérieure du sas finit par s'ouvrir. Paul ne prenait pas de telles précautions. Qui tentait alors de se glisser discrètement dans la cave. La respiration d'Oppenheimer s'accéléra lorsqu'il perçut des bruits de pas. D'après l'écho qui se répercutait contre les hauts murs, les intrus étaient au moins deux. Il n'y avait toutefois aucune raison que Paul vienne en compagnie d'un complice dans l'entrepôt secret de son patron. Oppenheimer réfléchit fébrilement. Il devait se cacher au plus vite. Trop tard pour éteindre le feu. L'ancien commissaire attrapa plusieurs couvertures et entraîna Lisa vers le fond de la pièce. Profitant de la pénombre, ils se dissimulèrent derrière l'un des immenses tonneaux. Puis Oppenheimer fit asseoir sa femme et la recouvrit des vieilles étoffes de laine. Avec un peu de chance, les mystérieux visiteurs ne la remarqueraient pas. Quelques secondes plus tard, les pas cessèrent. Les intrus s'étaient sans doute arrêtés en découvrant la casserole sur le feu. Ils savaient à présent qu'ils n'étaient pas seuls. Oppenheimer retint son souffle. Tout à coup, il n'en crut pas ses oreilles. L'un des nouveaux venus s'était mis à siffler tranquillement une chanson qu'il reconnut aussitôt. Davon geht die Welt nicht unter de Zara Leander. Durant un court instant, le rayon lumineux d'une lampe torche balaya le sol près d'Oppenheimer. Puis, une voix retentit. « Ne restez pas là les bras ballants, mettez-vous à votre aise. » Oppenheimer poussa un soupir de soulagement. C'était Paul. Le truand avait amené quelqu'un. « Tout va bien, murmura-t-il à Lisa avant de quitter sa cachette. Ignorant l'identité de la personne accompagnant Paul, Oppenheimer préféra se montrer prudent. Un plaid élimé sur les épaules, il s'avança lentement en restant à l'abri des fûts. Un homme se tenait devant le foyer. La lueur des flammes dansait sur son visage émacié. L'inconnu portait un unique bagage,
qui ressemblait à une mallette de médecin. En temps de guerre, il était sans nul doute très pratique d'avoir toujours sur soi pansements et médicaments. Oppenheimer avait pris lui aussi l'habitude de ne jamais se séparer de sa valise de bunker. Soudain, ébloui par un faisceau lumineux, il plissa les yeux. Paul venait de le découvrir entre les tonneaux. Le truand posa aussitôt la main sur le réflecteur de sa lampe de poche. « Alors, Paul, depuis quand apprécies-tu Zara Leander ?» demanda Oppenheimer en guise de salutation. À cet instant, l'inconnu se retourna avec surprise vers lui. Il faillit plaquer sa valise contre sa poitrine, mais se ravisa en voyant la décontraction de Paul. « J'ai cru que vous aviez mis les bouts, » commenta le truand. « Tu penses que je suis assez fou pour quitter cette planque de mon plein gré ?» rétorqua Oppenheimer, agacé par la remarque du porte-flingue. « Ne vous énervez pas, Herr Kommissar. On ne sait jamais ce qui peut arriver. D'ailleurs, j'ai quelque chose pour vous si vous vous décidez un jour à mettre les voiles. » Paul lui tendit un document cartonné. « Qu'est-ce que c'est ?»« Un laissez-passer, au cas où vous tomberiez dans les bras des recruteurs de héros. » Oppenheimer n'avait jamais entendu cette expression, mais il en devina aisément le sens. Dans les rues, les SS et les soldats de la Wehrmacht avaient sans doute commencé à emmener de force des passants pour les obliger à défendre la ville. Le sauf-conduit en main, Oppenheimer s'approcha du feu pour l'examiner à la lueur des flammes. Il était pourvu de la signature de Goebbels, plénipotentiaire pour la guerre totale. La griffe maladroite semblait avoir été faite par un écolier. C'est Ed qui a déniché ces laissez-passer. Nous en avons tous un, expliqua Paul. Il sourit, puis lança avec fierté. J'ai bien imité les pattes de mouche de Goebbels, hein? Bien que peu convaincu par les talents de calligraphe du truand, Oppenheimer opina avec indulgence. Il fallait espérer que les soldats patrouillant dans les rues à la recherche de nouvelles recrues ne connaissaient pas la signature du ministre de la Propagande. D'un coup d'œil, il vit que l'inconnu l'observait avec insistance, ce qui n'avait rien d'étonnant vu son accoutrement. Enveloppé dans sa vieille couverture poussiéreuse, l'ancien commissaire devait ressembler à un pauvre hère en haillons. Comme pour dissiper le malentendu, Paul le désigna d'un air espiègle. « Puis-je faire les présentations? Voici Kara Ben-Nemsi. » Malgré la plaisanterie douteuse, Oppenheimer se fendit d'un sourire. « Richard, corrigea-t-il, à qui ai-je l'honneur ?» Après une courte hésitation, le nouveau venu répondit « Appelez-moi Dieter. » Lorsqu'Oppenheimer voulut lui serrer la main, son bras s'empêtra dans la couverture miteuse. L'homme ne scia pas. Malgré les rides profondes qui creusaient son visage, il ne devait pas avoir plus de 40 ans. Le regard mélancolique, les épaules rentrées, il ressemblait à un vautour désabusé. Seules ses lèvres charnues ne cadraient pas avec cette image. Négligé, sa coiffure n'avait rien de militaire. Ses cheveux ébouriffés s'éclaircissaient sur le dessus de la tête. Manifestement, Dieter ne tarderait pas à devenir chauve. Sa manière de bouger et sa voix mélodieuse laissaient également penser qu'il n'appartenait pas à l'armée. « Ai-je bien entendu ?» s'enquit-il d'un ton anxieux. « Vous êtes de la police ?» Faisant semblant de ne pas remarquer l'inquiétude de son interlocuteur, Oppenheimer chassa la question d'un geste désinvolte. « Bon, c'était il y a bien longtemps. À présent, je me contente d'attendre le 4e Reich. » Dieter afficha un sourire poli. « Et vous ?» interrogea Oppenheimer. « Quel métier exercez-vous ?»« Moi ? Oh, on pourrait dire que je suis un employé des postes. » Le nouvel arrivant se retint visiblement de rire. Oppenheimer se demanda quelle pouvait être la raison de cette hilarité soudaine. À l'évidence, Dieter ne lui racontait pas toute la vérité. Chapitre 2. Berlin. Vendredi 20 avril 1945. 12 jours avant la capitulation des troupes berlinoises. « T'as entendu la dernière ?» murmura Barbeux. « Maintenant, ils veulent zigouiller les politiques. » Distraite, Hilde leva la tête.
Elle avait les larmes aux yeux, mais ses pleurs étaient dus aux oignons qu'elle était en train d'éplucher. Son esprit mit quelques instants à saisir la portée des mots chuchotés par sa codétenue. Le bulbe qu'elle tenait dans la main lui échappa et tomba par terre avec un bruit sourd. Ainsi, l'heure était venue. Ce que Hilde craignait depuis son incarcération allait peut-être arriver. Si les nazis décidaient effectivement de se débarrasser des prisonniers politiques, elle se trouvait en grand danger. Le Volksgerichtshof l'avait condamnée à mort pour défaitisme et propos séditieux. Jusqu'à présent, son avocat avait réussi à faire retarder l'application de la sentence, mais sa vie ne tenait plus qu'à un fil. Hilde se frotta les yeux et regarda Barbe, la seule personne qu'elle appréciait dans la prison de Moabit. De 25 ans sa cadette, la jeune femme trapue lui témoignait une affection quasi filiale. En 13 semaines de détention, Hilde s'était aperçue qu'on ne s'habituait pas à l'idée de la mort. Au mieux, on la refoulait. Mais à présent, elle était de retour, s'infiltrant dans son esprit avec une netteté glaçante et chassant toute autre pensée. Il était midi, et les deux femmes se trouvaient dans la cuisine de la prison. Après le lever, Hilde avait raccommodé des uniformes avec les autres détenus, puis 1 heure plus tard, on l'avait envoyée avec Barbe éplucher des oignons. Dans la pièce austère, de grosses marmites bouillonnaient sur les fourneaux. Les gardiennes avaient leur nourriture propre, qui cuisait dans une casserole à part. Les prisonnières, quant à elles, devaient se contenter d'un brouet clair. Barbe s'était réjoui d'être assignée à cette corvée. Ici au moins, on pouvait s'asseoir quelques instants sous l'une des fenêtres ouvertes et se laisser chauffer le dos par les rayons du soleil. Hilde s'apprêtait à poser une question à sa jeune amie lorsqu'elle vit du coin de l'œil une matonne entrer dans la pièce. Elle referma aussitôt la bouche. Contrairement à ses collègues, la surveillante était plutôt sympathique, mais mieux valait garder le silence en sa présence. Au moment où la gardienne s'arrêta devant elle, Hilde leva les yeux. « Tss, Frau von Strawitz » la gronda la geôlière avec bonhomie. Hilde ne comprit pas tout de suite, puis se souvint brusquement qu'elle avait laissé tomber un demi-oignon par terre. Elle fut reconnaissante à la matonne de l'avoir appelée par son nom. Dans un endroit comme celui-ci, c'était une grande consolation de ne pas être traitée comme un simple matricule. Machinalement, Hilde faillit se baisser avant de se raviser. Même si la gardienne était gentille, son esprit de résistance lui interdisait de se montrer docile. Pourquoi se soumettre ? De toute façon, on l'avait déjà condamnée à la plus haute peine. Afin de ne pas perdre sa dignité, Hilde considérait comme son devoir de troubler au possible le quotidien de la prison. Après s'être raclé la gorge, elle marmonna en fixant l'oignon qui gisait sur le sol. « Stupide racine !» La surveillante se contenta de sourire. Pivotant sur ses talons, elle se dirigea vers les autres cuisinières qui s'activaient devant les fourneaux. Immobile sur sa chaise, Hilde gardait les yeux rivés sur l'oignon. À l'instar de tous les légumes qu'elle recevait ici, celui-ci était horriblement rabougri. Du bulbe flasque jaillissait un germe vert. Hilde étreignit son éplucheur jusqu'à ce que ses doigts lui fassent mal. Durant les dernières semaines, beaucoup de prisonniers politiques avaient disparu. D'après la rumeur, on les avait transférés dans d'autres établissements pénitentiaires pour qu'ils ne tombent pas entre les mains de l'ennemi. À cause de la législation nazie, pour laquelle le simple fait de mettre en doute la victoire finale était un crime passible de la peine de mort, les maisons d'arrêt étaient pleines à craquer. Et comme le territoire du Reich se rétrécissait à vue d'œil, les détenus étaient ballottés de prison en prison. Hilde s'était elle aussi préparée à un tel périple. Elle s'attendait tous les jours à être menée à coups de baguette jusqu'à la Spree pour embarquer sur une péniche. Mais à présent, la ville était encerclée. Il n'y avait plus d'issue. La situation devenait critique. Dehors, le Reich de 1000 ans entrait en agonie. Les nazis songeraient-ils à régler leur compte aux politiques avant d'être écrasés par les Alliés ? Hilde devinait que les plus fanatiques d'entre eux
étaient bien capables de chercher à réduire au silence leurs anciens adversaires. Et si tel était le cas, aucun avocat ne pourrait l'aider, même Gregor Kuhn, qui avait pourtant d'excellentes relations grâce à sa carte du parti, ne parviendrait pas à la sauver. Son ami serait impuissant contre les dernières convulsions du régime. Silencieusement, elle passa en revue les options qui lui restaient. Inutile de planifier une évasion, encore moins avec un couteau dont la lame n'était plus en mesure d'éplucher correctement un oignon. Hilde essaya de se rassurer. Barbe avait peut-être mal compris ce qu'on lui avait dit. La jeune femme avait de nombreuses qualités, mais elle n'était pas une lumière. Lorsque la gardienne sortit enfin de la cuisine, Hilde se pencha vers Barbe. « Qui t'a raconté qu'il voulait zigouiller les politiques ?» murmura-t-elle une fois que la lourde porte se fut refermée avec un bruit de succion. « C'est Michalina qui m'en a parlé tout à l'heure dans le couloir. » D'origine polonaise, Michalina avait été placée dans la cellule collective où vivaient Barbe et Hilde. En prison, elle avait rapidement appris l'allemand. Mais pouvait-on se fier à ses capacités linguistiques ? Elle avait peut-être mal interprété ce qu'elle avait entendu. Qu'a dit Michalina exactement ? Barbe haussa les épaules. Apparemment, dans une prison de la Ruhr, des détenus ont été exécutés juste avant l'arrivée des Américains. Comme le bourreau s'était fait la malle, ce sont les gardiens qui ont hérité de la corvée. Pour les récompenser, on leur a filé des cigarettes. D'où tient-elle cette information ? J'en sais rien, avoua Barbe d'un air désolé. Faut que tu lui poses la question. Hilde poussa un soupir. Elle ne serait pas de retour avant plusieurs heures dans la cellule collective. D'ici là, elle aurait le temps de ruminer longuement cette terrible nouvelle. Encore un après-midi sinistre à ressasser des idées noires. Au moment où Hilde allait se pencher pour ramasser l'oignon tombé par terre, un coup de tonnerre retentit. L'onde sonore fit vibrer les vitres et le cadre des fenêtres. Barbe et Hilde sursautèrent. L'écho ne s'était pas encore éteint que la porte de la cuisine s'ouvrit à toute volée. Le visage cramoisi, la surveillante jeta un regard hagard aux détenus avant de se précipiter vers l'aile sud de la prison. Toute la scène s'était jouée en quelques secondes. « Ça vient de dehors !» s'exclama Hilde en poussant son tabouret sous la fenêtre. En grimpant dessus, elle atteignit le rebord de l'ouverture surélevée. Mais elle ne vit que des nuages de fumée qui marbraient le ciel bleu. Putain de merde. Impossible de repérer d'où exactement. Barbe monta à son tour sur son siège. Plus grande que son amie, elle pouvait apercevoir le centre-ville. Une bombe est tombée près du Reichstag, mais il n'y a aucun avion. Parce que ce n'est pas un raid aérien, fit Hilde, le cœur battant. Nous sommes à portée des canons russes. Frustrée de ne rien voir, elle escalada en un tournement le plan de travail qui se dressait au milieu de la pièce. Les cuisinières l'observèrent d'un air effrayé. Apparemment, aucune détenue ne s'était encore comportée de la sorte ici. Hilde s'en souciait comme d'une guigne. Poing sur les hanches, elle avait les yeux braqués sur la fenêtre pour contempler ce qui se passait dehors. Écrasée pour de bon la racaille brune, songea-t-elle. Il n'était pas question de mourir maintenant, victime de la lubie d'un bonze du parti. Pas si peu de temps avant la fin de la guerre. Elle voulait vivre, bon sang. Vivre. L'acoustique de la cave n'était pas adaptée aux harmonies de l'orchestre du Concertgebouw. Autre problème, le chef peu à son aise avec la rondeur que l'on était en droit d'attendre de la pastorale de Beethoven. Dans le premier mouvement, Wilhelm Mengelberg pressait tellement ses musiciens qu'il rappelait un bûcheron se frayant un chemin à coups de hache à travers d'épais sous-bois. C'était pourtant le seul enregistrement de la symphonie numéro 6 en fa majeur qu'Oppenheimer possédait. Heureusement, le maestro s'améliorait dans le deuxième mouvement, où l'orchestre imitait le murmure d'un ruisseau et le chant de plusieurs oiseaux. Durant quelques instants, Mengelberg abandonnait son austérité pour parvenir à une plénitude de son. Malgré sa hantise de voir ses précieux disques souillés par la suie, Oppenheimer avait rapproché son gramophone du foyer.
Il fallait être assis tout près du pavillon pour que le son soit à peu près correct. Lorsqu'on s'éloignait de quelques mètres, la résonance du sous-sol transformait la musique en une véritable bouillie. Il était heureux de posséder un vieux gramophone à manivelle. Sans cela, il n'aurait pas pu écouter de disques pendant les coupures de courant. L'enregistrement de la pastorale avait déjà plusieurs années. Oppenheimer l'avait obtenu en échange de cartes de rationnement durant la courte période où il s'était fait passer pour un citoyen arien. Ce temps-là était définitivement révolu. Si Oppenheimer était de nouveau en possession de son phonographe et de sa collection de disques, c'était grâce à Ed le Mastard, qui avait envoyé ses hommes les récupérer dans la maisonnette de Hilde. Hilde. De nouveau, Oppenheimer sentit son ventre se nouer. Il n'avait toujours pas accepté de ne plus pouvoir rien faire pour son ami. Afin de penser à autre chose, il se tourna vers son gramophone et se demanda quel disque il allait ensuite choisir. Peut-être la symphonie alpestre, opus 64, de Richard Strauss, une musique agréable, quoique légèrement grossière, qui ne ressemblait en rien aux œuvres peu accessibles que le compositeur avait écrites quelques années auparavant. Et Oppenheimer avait bien besoin de musique agréable. Son avenir immédiat s'annonçait suffisamment sombre. Inutile de le noircir davantage avec les notes tragiques des autres symphonies de Beethoven. Ne devrait-il pas plutôt écouter l'ouverture entraînante du Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn Bartholdy? Officiellement, il était interdit de la jouer en public, son compositeur étant issu d'une famille juive. Mais les vinyles ne se souciaient guère des consignes données par les dirigeants nazis. Plongé dans ses réflexions, Oppenheimer se surprit plusieurs fois à lancer des coups d'œil furtifs vers la valise noire de Dieter. C'était plus fort que lui. Il regarda brièvement le nouveau venu, mais celui-ci ne semblait pas avoir remarqué son indiscrétion. L'ancien commissaire était intrigué. Paul, peu avant de quitter la cave, l'avait pris à part pour lui glisser quelques mots à l'oreille. Apparemment, le bagage contenait un objet précieux, et Ed souhaitait qu'Oppenheimer garde un œil dessus. Il ne s'agissait donc pas d'une simple mallette de médecin, mais que diable y avait-il à l'intérieur? Paul n'en savait rien. Étrangement, Oppenheimer n'avait pas reçu l'ordre de surveiller Dieter. Seule la valise semblait importante. La curiosité d'Oppenheimer ne cessait de grandir, car depuis son arrivée, Dieter ne l'avait pas ouverte une seule fois. Il conservait tous les ustensiles dont il avait besoin dans les poches à soufflet de son manteau. Avec des involtures, il en sortait un objet après l'autre, comme un magicien peut tirer des lapins de son haut de forme. Depuis plusieurs heures, les soupiraux ne donnaient plus de jour. Dehors, la nuit était tombée. La musique ne parvenait pas à couvrir totalement le grondement des canons qui enflaient peu à peu. Inquiet, Oppenheimer se demanda quand les soldats russes lanceraient l'assaut. Le tumulte de la guerre atteindrait alors son paroxysme. Comme le froid se faisait de plus en plus sentir, les 3 occupants de la cave s'étaient assis autour du foyer, comme s'il s'agissait d'un feu de camp. La présence d'un étranger n'était pas pour déplaire à Oppenheimer. Au contraire, le nouveau venu le distrayait de ses ruminations. Une conversation s'était engagée entre eux, et Dieter avait d'amusantes anecdotes à raconter. En revanche, ces histoires ne livraient aucune indication sur sa vie passée. À l'évidence, l'homme savait exactement comment dissimuler son identité. Dieter sortit soudain de son manteau un petit livre rose pâle. « Tenez, dit-il en le tendant à Oppenheimer, vous en aurez certainement besoin. » Oppenheimer approcha l'ouvrage de la lampe à pétrole pour déchiffrer les inscriptions sur la couverture. Il s'agissait d'un dictionnaire allemand-russe, destiné aux soldats. « Merci beaucoup. Autrefois, je parlais un peu le russe, mais j'ai presque tout oublié. » Feuilletant l'ouvrage, il s'arrêta sur un passage qu'il lut à voix haute avec un sourire ironique. La guerre a montré que le soldat allemand, avec des moyens très simples, peut se faire comprendre n'importe où. Juxtaposer les bons mots sans tenir compte de la grammaire
suffit presque toujours. Oppenheimer secoua la tête. On présentait ici la guerre de manière très naïve, comme une grande aventure. Le dictionnaire ne différait pas des articles de presse ou des romans qu'on publiait d'ordinaire sous le Troisième Reich. Si Hilde avait pu lire ces lignes, elle aurait certainement lâché l'un de ses habituels commentaires cyniques sur le régime. Bien sûr, c'est très facile de se faire comprendre quand on braque une arme sur quelqu'un, railla-t-il à la manière de son ami. Lisa s'était penchée vers Oppenheimer. Elle fronça les sourcils en examinant le petit ouvrage. 3000 mots pour le champ de bataille et la vie quotidienne. Est-ce vraiment suffisant? Qui sait, fit Dieter avec un sourire mystérieux. En tout cas, le choix des termes me paraît un peu déroutant. Garde à vous, murmura Lisa d'un air songeur. Les pages étaient divisées en 3 colonnes. Les termes allemands se trouvaient à gauche. Au milieu, on pouvait lire leur équivalent en caractères cyrilliques. Et tout à droite, les transcriptions phonétiques. Lisa tenta d'articuler la traduction en russe. Smyrna? Ouais, c'est probablement ainsi que ça se prononce, approuva Oppenheimer. Il revint aux premières pages de l'ouvrage, où étaient consignées les expressions les plus importantes pour un soldat en campagne. Son doigt parcourut la colonne de droite. Ruhkiwerk. Qu'est-ce que ça signifie? Oh les mains. Et maintenant je sais enfin comment se dit obusier en russe. Gobitsa, ou quelque chose dans le genre. Ils éclatèrent tous les 3 de rire, car il leur paraissait invraisemblable qu'un soldat allemand profère un jour ces mots. Au beau milieu de cet accès d'hilarité, une voix intérieure souffla à Oppenheimer de se montrer prudent. Après tout, il ignorait qui était vraiment le nouvel arrivant. Peut-être était-ce dangereux de critiquer devant lui le Führer et le peuple arien. L'hypothèse était peu probable, mais il ne fallait pas exclure la possibilité que leur hôte soit un fidèle du parti. Et si tel était le cas, Dieter pouvait les trahir à tout moment en les dénonçant auprès de la police. Au même moment, la musique s'éteignit et le diamant gratta le dernier sillon. Au lieu de tourner le disque pour écouter la suite de l'Allegro, Oppenheimer décida de sonder son voisin. Après avoir remis le vinyle dans sa pochette, il déposa sur le plateau du phonographe l'ouverture du Songe d'une nuit d'été. « J'espère que ça ne vous dérange pas si je change de disque. » Dieter secoua la tête d'un air magnanime. Puis il parut avoir une idée. « Auriez-vous par hasard quelque chose de Franz Schubert ?»« Non, mentit Oppenheimer en caressant d'un air pensif la croûte rougeâtre au bout de son annulaire. Depuis qu'on lui avait arraché un ongle au son du Lied an die Musik, il évitait d'écouter les œuvres du compositeur autrichien. Mais c'était une autre histoire, et il n'avait aucune envie de la raconter à un inconnu. Lorsque les premières mesures de l'ouverture de Mendelssohn retentirent, Dieter se contenta de sourire d'un air indéfinissable. Constatant que son vis-à-vis maîtrisait parfaitement ses émotions, Oppenheimer poussa un soupir d'agacement. Pour changer de sujet, il désigna le dictionnaire que Lisa continuait de feuilleter. « Avec cet ouvrage, vous n'auriez pas pu faire de meilleur cadeau à ma femme. Elle est professeure de langue. »« Malheureusement, je ne parle pas le russe, » ajouta Lisa. Dieter hocha la tête sans cesser de sourire. « C'est dommage. Le dictionnaire ne contient manifestement pas les expressions dont nous allons avoir besoin, » argua Oppenheimer afin de faire réagir son interlocuteur. « Des expressions comme « ne tirez pas, nous nous rendons » demanda Dieter. « Pas besoin de dictionnaire pour ça. Il suffit d'agiter un drapeau blanc, » glissa Lisa d'un air espiègle. Gagné par sa bonne humeur, Dieter eut un rire clair. En voyant les belles dents blanches de leur invitée surprise, Oppenheimer passa la langue sur sa molaire gâtée avec un sentiment de culpabilité. À cause d'une consommation élevée de pervitine, durant plusieurs années, sa dentition s'était fortement dégradée. Même s'il avait réussi à s'affranchir de sa dépendance, il devait admettre que la substance stimulante avait causé à son corps d'irréparables dommages. Tout à coup, le sourire de Dieter s'évanouit et une expression de peur passa sur son visage raviné. Oppenheimer comprit aussitôt la raison de ce brusque changement d'humeur.
Dehors, les sirènes avaient recommencé à mugir, le signal de préalerte. Les avions alliés se dirigeaient une nouvelle fois vers Berlin. L'image d'une forêt enchantée, qu'évoquait la musique de Mendelssohn, se dissipa, et la respiration d'Oppenheimer s'accéléra. Comme souvent la nuit, il s'agissait sûrement d'un raid d'éclairs mené par les chasseurs-bombardiers Mosquito de la RAF. Lisa rentra machinalement la tête dans les épaules, prête à empoigner sa valise et à courir jusqu'au bunker public le plus proche. Mais, depuis qu'il vivait dans la clandestinité, il leur était impossible d'aller se réfugier dans un abri anti-aérien. Il devait s'en remettre aux solides murs de la brasserie. Bien des années plus tôt, un architecte inconnu s'était vu confier la tâche d'assurer leur survie. Oppenheimer ne pouvait qu'espérer que l'homme avait bien fait son travail. Dieter semblait avoir eu une pensée similaire. Affichant une moue sceptique, il leva les yeux vers la voûte. Oppenheimer tenta de le rassurer. « Si cette robuste maçonnerie ne tient pas, je ne sais pas ce qu'il faut faire pour être en sécurité. À côté, il y a une autre cave qui sert de bunker public, mais rassurez-vous, c'est un bâtiment à part. Personne ne nous entend. Les deux sous-sols ne communiquent pas. » Dieter plissa le front. Pourquoi cette cave n'a-t-elle pas aussi été transformée en abri? À son arrivée, Oppenheimer s'était posé la même question. Entre-temps, il pensait avoir trouvé une explication. « Vous voyez là-bas » fit-il en indiquant du doigt le fond de la salle, plongé dans l'obscurité. Derrière les cuves, il y a toute une série de pièces avec des portes protégées par des cadenas en acier. Ed y entrepose maintenant ses marchandises, mais je pense que ce sous-sol devait être réaménagé en usine souterraine. Une entreprise importante pour l'économie de guerre avait sans doute prévu de s'établir ici. Puis pour une raison quelconque, le projet a été abandonné. Dieter l'écoutait à peine. Il ne cessait de jeter des coups d'œil à sa montre. « Ah, je comprends », murmura-t-il d'un air absent. Oppenheimer éteignit son gramophone. Si la terre se mettait à trembler sous les bombes, ce n'était pas une bonne idée de laisser tourner un disque. Le vinyle risquait d'être irrémédiablement rayé. L'ancien commissaire avait du mal à s'y résoudre, mais il lui faudrait trouver dans les prochains jours un endroit sûr où entreposer le phonographe et sa collection d'enregistrements. « Je vous prie de m'excuser un moment. » Dieter s'était levé et regardait nerveusement autour de lui. Il se pencha pour ramasser sa valise avant de se raviser. « Nous n'avons pas de toilette, » indiqua Oppenheimer, « mais il y a un seau au fond de la pièce. » Le soi-disant employé de la Reichspost secoua la tête. « Merci, c'est inutile. Je vais sortir quelques instants avant que les bombes ne commencent à pleuvoir. » Perplexe, Oppenheimer vit Dieter se diriger vers la porte. Celui-ci extirpa de son col de chemise une clé attachée à une ficelle. L'Olibrius voulait réellement aller dehors, alors qu'il venait de trouver un abri sûr. Oppenheimer et Lisa se regardèrent, perplexes. « Je ne ferai pas ça à votre place. Nous n'avons le droit de sortir qu'en cas d'urgence. Ed ne veut pas que quelqu'un découvre son entrepôt secret. »« Je serai prudent, » répondit distraitement Dieter, en sortant une torche électrique de l'une des poches de son manteau. Il s'éloigna et fut aussitôt avalé par l'obscurité. Le faisceau lumineux de sa lampe balaya le sol quelques instants avant de se perdre derrière une cuve. Peu après, les gonds de la porte du sas d'entrée grincèrent. Dieter avait disparu aussi vite qu'il était venu. « Quel drôle d'oiseau !» s'exclama Lisa. « Apparemment, notre invité ne peut pas se passer d'air frais, » grommela Oppenheimer. « Heureusement, il a laissé sa valise ici. » En voyant les yeux interrogateurs de sa femme, Oppenheimer se sentit contraint de lui révéler la teneur de son aparté avec Paul. Chapitre 3. Berlin, samedi 21, lundi 23 avril 1945. Entre 11 et 9 jours avant la capitulation des troupes berlinoises. L'homme dénommé Dieter n'était pas resté longtemps dehors le vendredi soir. Il était revenu un quart d'heure plus tard,
juste avant que les sirènes ne sonnent l'alerte principale. À ce moment-là, Oppenheimer ne pouvait pas se douter qu'il s'agissait du dernier bombardement de Berlin. L'attaque aérienne avait duré près de 2 heures. À l'aube, après une nuit calme, l'artillerie russe s'était remise à tonner. Mais le bruit des canons n'avait jamais été aussi fort. Oppenheimer se leva. Fébrile, il alla se placer sous l'un des soupiraux et tendit l'oreille pour essayer d'imaginer ce qui se passait dehors. Soudain, une série d'obus explosa non loin de la brasserie. Puis la terre se mit à trembler. Oppenheimer se tint au mur pour garder l'équilibre. Quelques instants plus tard, un grondement retentit. Un éboulement de pierre. Un bâtiment s'était sans doute effondré tout près de leur cachette. C'est alors que des filets de ciment se détachèrent de la voûte. Oppenheimer leva la tête. La fabrique de bière avait peut-être été touchée elle aussi. Il vit une expression de terreur naître sur le visage de Lisa. Sa femme avait raison d'avoir peur. Quelles étaient leurs chances de survie si l'entrée de la cave était ensevelie sous les décombres? Mais ce n'était pas la seule chose qui inquiétait Oppenheimer. Juste avant les détonations, il avait entendu d'étranges sifflements. À votre avis, quel genre d'obus l'artillerie russe utilise-t-elle? Demanda-t-il en se tournant vers Dieter. L'homme s'approcha de lui. Il écouta quelques secondes le vacarme qui faisait rage dehors en fronçant les sourcils. Des roquettes, tirées par les orgues de Staline? Oppenheimer acquiesça. Ainsi, ils étaient à portée de tir des Katyusha, les fameux lance-roquettes de l'armée rouge. Ce qui veut dire que les Russes se trouvent à environ 5 km de Berlin, poursuivit Dieter. Et Dieu seul sait combien de temps il nous reste avant qu'ils entrent dans la ville. Vers midi, le pilonnage cessa aussi brusquement qu'il avait commencé. Un silence oppressant tomba sur Berlin. Court répit avant la prochaine tempête de feu. Oppenheimer décida de profiter de l'accalmie pour inspecter l'entrée de la cave. Si la porte était ensevelie sous les ruines de la brasserie, il leur faudrait immédiatement chercher une autre issue. Le sous-sol disposait peut-être d'une sortie de secours, comme dans les bunkers. Visiblement pressé d'aller prendre l'air, Dieter brandit sa lampe torche et proposa à Oppenheimer de l'accompagner. Les deux hommes traversèrent le local souterrain jusqu'au sas d'entrée. Au grand soulagement d'Oppenheimer, la porte qui donnait sur l'extérieur s'ouvrit sans difficulté. Tandis qu'il clignait les paupières, aveuglé par la lumière du jour, il sentit un souffle d'air humide sur son visage. Ouvrant grand les yeux, il constata que le ciel maussade était chargé de nuages bas, déversant une pluie fine sur la capitale. Oppenheimer gravit sur la pointe des pieds les marches de briques qui menaient à la surface. Prudemment, il s'arrêta à couvert de l'escalier pour scruter les environs. Rien. Aucun mouvement. Il attendit quelques instants en silence. Au moment où il se retournait pour signifier à Dieter qu'il n'y avait pas de danger, celui-ci se fraya un passage vers le haut en le bousculant. De nouveau, Oppenheimer s'étonna du comportement de l'employé de la Reichspost. Était-il téméraire ou simplement insouciant? Arrivé au sommet de l'escalier, Oppenheimer s'irrita de voir que Dieter s'était volatilisé. Le bâtiment éventré de la brasserie tenait encore debout. De l'autre côté de la rue, en contrebas, les roquettes russes avaient creusé un cratère fumant dans l'alignement de façade. Non loin de là se trouvait une boucherie, devant laquelle des gens faisaient déjà la queue en rang par 4. Comme partout, les civils cherchaient à faire quelques provisions en utilisant leur dernière carte de rationnement. Même si les Berlinois avaient renoncé depuis plusieurs semaines à lutter contre le chaos ambiant, des coups de marteau s'élevaient d'un immeuble. Sans doute quelqu'un reclouait en hâte du papier cartonné sur les fenêtres de son appartement pour ne pas contrevenir aux consignes du blackout. Tout près de la file d'attente, un vieillard à la mine renfrognée peignait un message de propagande sur un mur. Berlin, une forteresse, chaque maison, une fort. Oppenheimer retourna discrètement dans la cave.
Empoignant sa corbeille, il ressortit pour aller cueillir des orties sur le petit terrain herbeux qui s'étendait devant la fabrique abandonnée. Lisa lui avait dit que ces plantes étaient comestibles. Cuites, elles avaient effectivement un goût délicieux, qui rappelait celui des épinards frais. À son grand étonnement, Oppenheimer s'aperçut qu'une autre personne avait récolté des orties au même endroit. Visiblement, il n'était pas le seul à fouiller les espaces verts en friche à la recherche de nourriture. Se protégeant la main avec son mouchoir, Oppenheimer commença à arracher plusieurs tiges de végétaux. Sa corbeille n'était pas encore remplie lorsque le grondement de l'artillerie reprit. Instinctivement, il se recroquevilla sur lui-même. Contrairement à Oppenheimer, les habitants qui attendaient devant la boucherie ne se laissèrent pas démonter par le tonnerre roulant des canons. Même s'ils tressaillaient à chaque détonation, ils restaient stoïquement à leur place. Seul le vieillard avec son seau de peinture avait disparu. Il n'avait pas eu le temps d'achever son slogan. Le dernier caractère, hâtivement tracé, ressemblait plus à une tache qu'à une lettre. Lorsque le pilonnage cessa un instant, Oppenheimer courut tête baissée vers l'entrée de la cave. Une fois à l'abri dans l'escalier, il s'arrêta en se demandant s'il devait attendre Dieter. Levant les yeux, il ne tarda pas à le découvrir au premier étage de la brasserie, immobile comme une statue, le front plissé. Son nouveau colocataire regardait au loin. Ainsi exposé derrière une fenêtre aux vitres brisées, il constituait une cible facile pour un tireur d'élite et risquait à tout moment d'être pulvérisé par un obus. « Bon sang, mais descendez de là !» cria Oppenheimer au milieu du vacarme des déflagrations en agitant les bras. Dieter finit par l'apercevoir et disparut de l'encadrement. Quelques secondes plus tard, il arriva en courant dans l'escalier. Oppenheimer ouvrit la porte de la cave. Les deux hommes s'engouffrèrent dans le sous-sol. Aussitôt le panneau de bois refermé, l'obscurité les enveloppa. Ils étaient en sécurité. Oppenheimer se tournait et se retournait sur les caisses de bois qui lui servaient de lit. Si l'on faisait abstraction du pilonnage incessant de l'artillerie russe, le week-end s'était déroulé sans incident. Hormis le rugissement lointain d'une batterie antiaérienne, aucun bruit ne parvenait dans la cave. Contrairement aux nuits précédentes, tout était étrangement calme. Trop calme au goût d'Oppenheimer. Cela ne présageait rien de bon. Lisa ne semblait pas souffrir d'insomnie, et Dieter dormait lui aussi paisiblement sur un autre amas de caisses. Oppenheimer se demanda ce qui pouvait bien pousser le nouveau venu à sortir régulièrement. La veille, le dimanche, il avait profité d'une courte interruption des bombardements pour se glisser encore une fois à l'extérieur. Oppenheimer finit par s'assoupir sans s'en apercevoir. Lorsqu'il se réveilla, il tira de sous les couvertures sa montre de gousset. 4h30. Ce matin-là, la lueur du foyer mourant était la seule source de lumière. Le courant était définitivement coupé depuis le samedi. Oppenheimer soupira. Il s'était douté que la centrale électrique ne resterait pas longtemps épargnée. Malgré tout, il éprouvait un certain abattement maintenant que la cave était constamment plongée dans le noir. Une main posée sur son dos endolori, il se redressa lentement, puis fit jouer les articulations récalcitrantes de ses membres inférieurs pour se lever et se diriger vers leur réserve d'eau bouillie. Il disposait encore de 6 seaux pleins. Avec une bouche supplémentaire à nourrir, il ne tiendrait pas longtemps. Oppenheimer se pencha pour ramasser un récipient vide. Il alla ensuite allumer une lampe à pétrole, dont il régla la flamme au maximum, avant de s'enfoncer dans les ténèbres qui enveloppaient les cuves. Il avait certes dégagé au mieux l'allée centrale des immondices, mais on pouvait encore facilement trébucher sur une pierre ou un câble détaché. Son intention était de descendre au niveau inférieur du sous-sol qui comptait 2 étages. On y trouvait un puits profond, auquel on puisait autrefois de l'eau à l'aide d'un treuil. Celui-ci s'était malheureusement tari. Cependant, le local disposait aussi de plusieurs robinets à eau. Durant les dernières semaines, Oppenheimer les avait ouverts à plusieurs reprises, sans succès.
Il tenait néanmoins à faire un rapide contrôle avant d'entamer un dangereux périple jusqu'à la fontaine publique la plus proche. Il passa devant les pièces verrouillées où Ed entreposait ses marchandises et atteignit l'étroit escalier en colimaçon qui permettait d'accéder au second sous-sol. La descente se révélait chaque fois périlleuse, car les marches en métal étaient peintes en noir. Oppenheimer voyait à peine où il posait les pieds. Lorsqu'il foula de nouveau la terre ferme, il poussa un soupir de soulagement. Le local au plafond très bas n'était toutefois pas fait pour les claustrophobes. Et même Oppenheimer, qui d'ordinaire n'avait pas ce genre de problème, éprouvait un certain malaise. L'affreuse odeur de renfermé donnait l'impression d'entrer dans un caveau scellé depuis plusieurs siècles. Là aussi, Ed stockait ses produits de contrebande dans des box cadenassées. Le reste de l'espace était envahi par d'innombrables caisses de bouteilles vides, dont le verre était tapissé d'une épaisse couche de poussière. Oppenheimer prit une profonde inspiration et se fraya un chemin jusqu'au puits. Plusieurs robinets avaient été installés dans la margelle de pierre. Il posa son seau dessous et tourna les manettes. Puis il attendit. 1 seconde, 5, 10. Au bout d'1 minute, ne voyant aucun jet d'eau jaillir, il abandonna tout espoir. Rien à faire. Oppenheimer referma tristement les robinets. Il n'avait pas le choix. Soit il s'aventurait à l'extérieur pour aller puiser de l'eau à une pompe publique, soit il mourrait de soif dans ce sous-sol obscur. Lorsqu'il sortit de la cave, Oppenheimer releva le col de son manteau, surpris par le froid mordant. Il perçut au loin un grondement sourd, rappelant un orage estival. Mais le tonnerre et les éclairs fulgurants provenaient du sol et non des nuages. Les engins responsables de cette tempête de feu ne devaient se trouver qu'à quelques kilomètres de Berlin. Roquettes et fusées éclairantes zébraient le ciel, tandis qu'à l'est, la ville était baignée d'une lueur rougeoyante. Un quartier tout entier devait être en train de brûler. Un épouvantable chaos, dans lequel les belligérants se canonnaient furieusement. Les batteries de DCA répondaient à l'artillerie russe par d'abondantes salves inutiles. Les aiguilles de la montre d'Oppenheimer indiquaient 5h30 du matin. À cause d'épais nuages stagnants au-dessus de la capitale, il faisait encore sombre. L'ancien commissaire avait préféré partir très tôt pour arriver à la pompe avant que la file d'attente ne s'étende sur tout un bloc d'immeubles jusqu'à la Papel Alley. Ce qui signifiait entre 2 et 4 heures d'attente. À présent que l'approvisionnement en eau potable n'était plus du tout assuré dans les bâtiments d'habitation, plusieurs milliers de familles venaient se servir à cette pompe. Il était en outre moins dangereux de circuler en ville à l'aube. Les bombardements aériens se faisaient rares au lever du jour, et le pilonnage de l'artillerie ennemie commençait d'ordinaire plus tard. Il existait une autre solution: aller remplir ses seaux dans l'un des 2 étangs qui se trouvaient entre la Schönhauser Allee et la Greifenhagenstrasse. Toutefois, on ne pouvait pas savoir ce que contenaient leurs eaux troubles. Oppenheimer leva la tête. De grosses gouttes s'écrasèrent sur son visage. Durant un instant, il se demanda s'il ne ferait pas mieux de recueillir l'eau de pluie. Cependant, les seaux ne resteraient pas longtemps à leur place. Difficile d'affirmer que la capitale du Reich connaissait un relâchement des mœurs, mais en tout cas, plus personne n'hésitait à commettre un vol. De l'avis général, il valait mieux ne pas laisser un bien sans surveillance. Si celui-ci disparaissait, il ne fallait s'en prendre qu'à soi-même. On s'emparait simplement de ce qui pouvait servir, sans demander la permission. Les Berlinois avaient baptisé cette activité « hop, hop, ni vu ni connu ». La pompe publique se trouvait à 20 minutes de marche de la brasserie. Par précaution, Oppenheimer préféra faire un détour en empruntant les sentiers qui serpentaient à travers les monceaux de ruines pour éviter les grandes artères, sur lesquelles on courait le risque de tomber sur la police militaire. Le danger n'était pas pour autant écarté. Les privations l'avaient rendu squelettique, et au cas où il se ferait malencontreusement contrôler,
il espérait qu'on le prendrait pour un jeune sexagénaire, même s'il était en réalité encore loin d'avoir atteint cet âge. À sa connaissance, seuls les hommes entre 15 et 60 ans étaient incorporés dans l'armée. Naturellement, il possédait l'attestation de Paul, mais il craignait de se faire remarquer en brandissant le document avec la signature grossièrement imitée de Goebbels. L'autre risque était de se faire arrêter par le Volkssturm. La milice le recherchait depuis qu'il avait cessé d'assister aux séances d'entraînement obligatoires. Son dernier domicile officiel se trouvait toutefois à Tempelhof, et il vivait maintenant dans le nord, de l'autre côté de la ville. Avec un peu de chance, les bombardements entravaient les liaisons entre les différents postes, et on ne ferait pas le lien avec son ancienne identité. Tandis qu'il se rapprochait de la Schönhauser Allee, le jour se levait peu à peu. Il marchait le long des façades d'immeubles aux fenêtres brisées, derrière lesquelles vivaient sans doute encore des gens. La nuit, les habitants allaient se terrer dans les caves et au matin, retournaient dans leurs appartements pour vérifier si le gaz et le courant fonctionnaient encore. Si c'était le cas, on préparait en hâte un repas chaud, car durant le reste de la journée, il n'était plus possible de cuisiner. On ne mangeait pas quand on avait faim, mais quand la centrale électrique le permettait. Pour atteindre l'autre côté de la Schönhauser Allee, Oppenheimer devait marcher à découvert quelques minutes. En cas de danger, il pouvait néanmoins se cacher au milieu de la large avenue, derrière les piliers du métro aérien. Ce jour-là, tout se passa sans encombre. Il traversa rapidement la chaussée défoncée et se fraya un passage dans les décombres d'un bâtiment. Un étrange silence régnait sur le quartier. Oppenheimer remarqua soudain que, ce matin-là, les oiseaux ne chantaient pas. Manifestement, l'agent emplumé de Berlin avait pris le large. Comme il promenait son regard sur les ruines environnantes, Oppenheimer perçut un mouvement dans une arrière-cour couverte de gravats. Il s'abrita aussitôt derrière un mur à moitié éboulé. Penchant discrètement la tête, il vit une adolescente au trait enfantin tirée à l'intérieur d'une maison délabrée, un garçon vêtu d'un uniforme d'artilleur bien trop grand pour lui. Avant de disparaître derrière la porte, ils jetèrent des regards furtifs autour d'eux afin de s'assurer que personne ne les observait. Puis Oppenheimer entendit la fille murmurer « Vite, faisons-le maintenant ». Les paroles furent suivies d'un cliquetis de boucles de ceinture. À quelques mètres d'Oppenheimer, une enfant allait probablement perdre sa virginité au milieu d'un champ de décombres. Tout cela pour éviter que ce premier acte d'amour ne soit corrompu par des soldats russes en rut. Oppenheimer se remit en route en essayant de penser à autre chose. Se rendre à la pompe avait au moins un avantage. Dans la file d'attente, on était mis au courant des dernières nouvelles, même s'il fallait se montrer prudent, car beaucoup de rumeurs étaient colportées par ce qu'on appelait, en souriant, le Mundfunk. Dernièrement, l'annonce de la mort du président américain Roosevelt avait suscité beaucoup d'émoi. Les gens avaient aussitôt discuté avec animation, se demandant si cette disparition constituait un nouveau tournant de la guerre. Oppenheimer constata avec agacement qu'il arrivait trop tard. La queue devant la pompe s'étirait déjà sur plusieurs dizaines de mètres. Presque toutes les femmes portaient des foulards pour dissimuler leurs cheveux sales. Le manque d'eau restreignait de manière drastique l'hygiène corporelle. Oppenheimer songea qu'il n'avait pas nettoyé ses vêtements depuis des semaines. Les nippes qu'il avait sur le corps étaient les seuls habits qu'il possédait. Dans la foule, il repéra le visage familier d'un vieil homme qui venait presque toujours aux mêmes heures que lui à la pompe. Ce dernier habitait non loin de la brasserie, mais Oppenheimer avait évité jusque-là de faire le trajet du retour en sa compagnie. Il ne voulait révéler à personne où se trouvait son refuge. Cultivé, l'homme avait sans doute fait des études universitaires. Tous deux se tutoyaient. À Berlin, les lois de l'étiquette n'avaient plus cours depuis longtemps. « Bonjour, Émile. »« Ah, Richard, content de te voir. » Sous la mâchoire mal rasée d'Émile pendait un amas de chair flasque, vestige d'un double menton. « Un nouveau jour se lève sur les ruines du Reich, » poursuivit l'érudit. «
Je vais prendre de l'eau et ensuite j'irai faire une seconde fois la queue devant l'épicier. D'après ce qu'on raconte, on peut dorénavant recevoir des rations sans ticket. Intéressant, se contenta de commenter Oppenheimer. Les soviétiques sont entrés dans Pankow, mais ils rencontrent une forte résistance. Si l'on en croit les rumeurs, même les stations de métro sont le théâtre de combats acharnés. Des renforts sont censés arriver de l'Ouest pour soutenir nos soldats, mais cette annonce ne sert peut-être qu'à remonter le moral des troupes. En entendant le nom du quartier voisin, Oppenheimer se raidit. Ed le Mastard possédait là-bas un bar, dénommé la Pompe à bière. Le bouge servait également de quartier général à la bande du truand. Si la bataille faisait rage dans les rues de Pankow, Paul ne pourrait sans doute plus continuer à apporter régulièrement de la nourriture à la brasserie. Oppenheimer réfléchissait fébrilement. Devait-il prendre le risque d'aller dans les magasins pour essayer de faire quelques provisions ? Si l'on pouvait désormais obtenir des vivres sans carte de rationnement, c'était une chance inespérée. On murmurait qu'après la victoire de ses troupes, Staline voulait affamer la population allemande quelques semaines pour briser l'esprit de résistance. La rumeur était peut-être vraie. Par ailleurs, reprit Émile, les habitants de Berlin n'ont plus le droit de cuisiner de repas chauds à partir d'aujourd'hui. Où as-tu entendu ça ? L'ordre a été donné hier à la radio. C'est Herr Naoyox qui me l'a raconté. Il a eu la prévoyance de se procurer un accumulateur électrique. À présent, utiliser du courant pour cuisiner est passible de peine de mort. De toute façon, il n'y a plus d'électricité, grommela Oppenheimer. Soudain, il se souvint de l'annonce faite sur les ondes quelques jours plus tôt. Je croyais qu'on avait enjoint aux ménagères allemandes de jeter depuis leur appartement de l'eau bouillante sur les envahisseurs. Ce geste est-il maintenant considéré comme un acte culinaire défendu ou une mesure de défense ? En entendant la remarque ironique de son interlocuteur, Émile leva les yeux au ciel. Lorsqu'une violente averse s'abattit sur eux, Oppenheimer dut tenir son chapeau pour l'empêcher de s'envoler. Le vent s'était mis à souffler tellement fort que la pluie semblait presque tomber à l'horizontale. Quelle bourrasque ! Au même moment, une nouvelle rafale faillit arracher le foulard d'une femme en train de puiser de l'eau. Se redressant, elle renoua fermement l'étoffe sous son menton avant de recommencer à actionner le levier de la pompe. De couleur vert-bouteille, l'antique appareil de fer ouvragé était doté d'une tête de dragon. L'eau jaillissait par la gueule grande ouverte du monstre. Dans la file d'attente, l'atmosphère était hétéroclite. Les plus hardis pensaient ne plus être surveillés et osaient quelques plaisanteries politiques. Un inconnu avait glissé un jour à Oppenheimer que la vie aurait certainement été merveilleuse si la mère de Hitler avait fait une fausse couche. Quelques mètres plus loin, des fidèles du parti critiquaient avec indignation les déserteurs allemands qui, selon eux, méritaient la mort. Étrangement, parmi les femmes, le viol par les soldats ennemis n'était plus un sujet de conversation. Quelques semaines plus tôt, on clamait volontiers « Mieux vaut un Ruskov sur le ventre qu'une bombe US sur la tête ». À présent, la peur semblait avoir pris le dessus sur les bravades. Les porteuses de foulards semblaient avoir tacitement conclu ne plus aborder la chose. La propagande nazie ne cessait en revanche de brandir le spectre des sous-hommes, qui se comportaient en véritables soudards. À l'évidence, les dirigeants du régime pensaient qu'attiser la crainte de l'invasion mongole était le meilleur moyen d'encourager l'esprit de résistance et de dissuader les Berlinois de hisser le drapeau blanc. Devant la pompe, de plus en plus de gens osaient cependant relativiser les effroyables annonces et murmuraient à voix basse que les Allemands ne souffriraient pas plus que les populations de l'Est soumises par le Reich. Le vent s'était calmé, mais soufflait toujours dans les vastes ramures des arbres qui se dressaient devant la façade en briques rouges de l'église de Gethsémanée. Soudain, un autre bruit se mêla au bruissement des frondaisons. Oppenheimer reconnut le vrombissement d'un avion. Il se plaqua aussitôt contre le mur d'un immeuble et tira Émile vers lui. Quelques instants plus tard, un chasseur passa en rase-motte au-dessus de leur tête. L'appareil vira brusquement avant de s'éloigner en direction de l'est. Oppenheimer aperçut une étoile rouge peinte sur la carlingue, un avion soviétique.
Espérons qu'il ne reviendra pas lâcher ses bombes sur nous, s'inquiéta une femme derrière Oppenheimer. Se retournant, l'ancien commissaire chercha à la rassurer. « Nous ne sommes pas des cibles. Ce chasseur est là pour soutenir les troupes russes au sol. » « Il crachera tout au plus une rafale de mitrailleuses, » intervint une autre habitante d'un ton doctoral. « Les Ruskov ne peuvent pas larguer un tapis de bombes. Ils risqueraient de toucher leurs propres hommes. » Sur le chemin du retour, chargé de ses 2 seaux remplis d'eau, Oppenheimer avisa un morceau de carton punaisé sur le tronc d'un arbre. S'approchant du panneau détrempé, il vit qu'il s'agissait d'un appel à la population berlinoise rédigé à la main. Comme il examinait la proclamation, il remarqua que celle-ci avait été signée par Hitler et Goebbels. Il s'agissait donc d'un document officiel. Le texte avait du reste ce style emphatique et ampoulé, typique du jargon nazi. Pour la énième fois, on répétait aux habitants qu'ils n'avaient pas le droit de se rendre, sous peine d'être pendus ou fusillés. Au fond, ce carton à moitié déchiré était un aveu d'impuissance, car autrefois le NSDAP aurait distribué ce genre de déclaration sous forme de tract. Visiblement, le parti n'avait plus les moyens d'imprimer ses directives. Après cette découverte, Oppenheimer reprit son chemin en s'efforçant de dissimuler sa satisfaction. Songeant à une victoire prochaine des Alliés, il en oublia son environnement, marchant machinalement entre les cratères de bombes et les montagnes de gravats. Ce ne fut ni le crépitement d'une mitrailleuse, ni le coup de tonnerre d'une batterie antiaérienne qui l'arracha à ses pensées, mais une sorte de bruit métallique. Oppenheimer s'apprêtait à bifurquer dans une rue latérale. Ding, ding, ding. Instinctivement, il s'arrêta net. En temps de guerre, mieux valait se méfier des sons inconnus. Il ignorait d'où provenait cet étrange tintement qui détonnait au milieu des ruines. Ding, ding, ding. Encore. Le bruit semblait s'amplifier. Figé sur le trottoir, Oppenheimer eut soudain conscience que son comportement pouvait paraître suspect. Si une patrouille de la Feldgendarmerie l'apercevait, il serait immédiatement contrôlé. S'approchant avec prudence de l'immeuble à l'angle du carrefour, il tendit la tête pour jeter un œil dans la voie secondaire. De l'autre côté de la chaussée, un vieil homme portant 2 pots à eau en émail se dirigeait vers la pompe publique. L'inconnu marchait bizarrement, comme s'il cherchait à fuir quelque chose sans se faire remarquer. Un peu plus loin derrière lui, une femme coiffée d'un foulard cheminait dans la même direction. Brusquement, elle s'arrêta. Un éclair d'incrédulité passa sur son visage, puis elle baissa la tête et accéléra l'allure. Cela ne laissait présager rien de bon. Visiblement, ces 2 passants avaient vu quelque chose d'effrayant et voulaient déguerpir au plus vite. Hésitant, Oppenheimer gratta le sol de la pointe de sa chaussure. Ding, ding, ding. Le bruit retentit de nouveau, suivi cette fois-ci du rire d'un enfant. Oppenheimer poussa un soupir de soulagement. Ce tintement métallique était sans doute produit par un galopin qui voulait faire une plaisanterie. Au moment où il entra dans la rue, une mère en colère éloignait un garçon en culotte courte d'un lampadaire et grondait son rejeton à voix basse. Oppenheimer leva les yeux et découvrit un cadavre pendu au candélabre. Les bottes ferrées du mort heurtaient la potence du réverbère à chaque coup de vent. Ding, ding, ding. Saisi d'effroi, Oppenheimer fit comme les autres passants. Détournant le regard, il changea de trottoir. Du coin de l'œil, il vit que la dépouille portait un écriteau sur la poitrine, mais il n'avait aucune envie de s'arrêter pour lire le message. Son contenu était clair comme de l'eau de roche. Le pendu était là pour dire « Obéissez aux ordres, ou vous finirez vous aussi au bout d'une corde. » Oppenheimer réfléchit fébrilement. Lorsqu'il était passé devant le lampadaire 45 minutes plus tôt, le cadavre n'était pas là. Quelqu'un l'avait donc accroché durant cet intervalle en guise de représailles. Il en conclut que les auteurs de cette sinistre exhibition devaient encore se trouver dans les parages. Peut-être s'agissait-il des loups-garous, un groupe de francs-tireurs fondé à l'automne précédent par le Reichsführer SS Heinrich Himmler. Dans la population,
Des rumeurs couraient sur ces mystérieux combattants. On racontait qu'ils savaient se rendre invisibles et qu'ils avaient été formés à l'art du jiu-jitsu, une technique japonaise de combat au corps à corps. Oppenheimer avait d'abord cru à une manœuvre propagandiste, mais ses partisans du régime semblaient bel et bien exister. 4 semaines plus tôt, les loups-garous avaient assassiné le maire d'Aix-la-Chapelle, Franz Oppenhof, parce que ce dernier collaborait avec les Alliés. Ils formaient en quelque sorte une armée de l'ombre, prête à punir tous les traîtres. Loups-garous, membres du SD ou de la police militaire, en réalité peu importait qui avait pendu le déserteur. Cela ne faisait aucune différence. Tous les membres de ces organisations étaient de dangereux fanatiques. Et les jeunes se montraient encore plus cruels que leurs aînés. Les périls ne manquaient pas dans les rues de la capitale. Tandis qu'il reprenait sa marche en direction de la brasserie, Oppenheimer eut la désagréable sensation d'être observé par des dizaines d'yeux dissimulés derrière les façades mutilées des immeubles. Chapitre 4 Berlin. Jeudi 26 avril 1945. Entre 9 et 6 jours avant la capitulation des troupes berlinoises. Non, pas question, murmura une voix en provenance de la brasserie abandonnée. C'est moi qui t'ai embarqué dans cette affaire, donc nous procéderons à ma manière. Oppenheimer ne reconnut pas immédiatement celui qui avait prononcé ces mots. Mais ce n'était pas là une conversation entre des personnes sorties du bunker voisin pour se dégourdir les jambes. Il s'agissait de Dieter. Pendant qu'Oppenheimer était allé remplir ses seaux à la pompe publique, l'homme en avait profité pour sortir une fois encore de la cave. Et l'employé de la Reichspost n'était pas seul. Manifestement, la personne qui l'attendait avec impatience était enfin arrivée. « J'ai tout fait comme convenu », répondit l'inconnu. « Si vous voulez, je peux vous débarrasser de votre mallette. » « Ça ne changera rien. De toute façon, son contenu n'a aucune valeur sans moi. Mieux vaut donc que je la garde. Tu sais que nous devons nous montrer prudents. Si vous y tenez, chef. » L'interlocuteur de Dieter paraissait sceptique. Il ajouta « Dans mon grenier, j'ai encore pas mal de place. Je croyais que tu entreposais les choses dans ta cave. C'est le cas, mais elle est pleine à craquer. Bon, très bien. » Oppenheimer crut déceler un certain soulagement dans la voix de Dieter. Mais ne touche à rien. Tout doit rester emballé. C'est important, tu comprends ? De nouveau, Dieter semblait gagné par la nervosité. « Bien sûr, chef, » acquiesça son complice. « Je ne suis pas suicidaire, mais nous devrions peut-être commencer à agir. Ce serait bien d'être prêt lorsque cette foutue guerre s'achèvera. Je vais établir une liste des personnes à contacter quand l'heure sera venue. Revoyons-nous après-demain. J'essaierai d'être là, mais je ne peux rien promettre. Le Ruskov me colle au train. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.